Bonjour, donc là ça va être une nouvelle leçon sur en fait comment faire des serveurs concurrents en TCP, donc en mode connecté. Donc si je reprenais l'exemple du serveur qu'on a fait la dernière fois, donc au moment où il fait donc ce qu'on voit c'est que ok il crée une socket, et avec la bind il la connecte au port. Ensuite, il attend une connexion, enfin il fait un listen, ensuite il fait un accept pour attendre une connexion. Et pendant qu'il gère cette connexion avec le accept, si un autre client arrive, donc là vous voyez le serveur il fait un write, il envoie un message, après il fait un read, et mettons que le premier client mette un peu de temps à envoyer son deuxième message, si un autre client arrive pour se connecter au serveur, le deuxième client doit attendre que le premier client ait fini avant de pouvoir communiquer à son tour avec le serveur. Donc c'est pas très pratique si on a un serveur qui doit attendre à chaque coup que la connexion avec son client finisse, surtout que certaines connexions peuvent prendre du temps. Et donc pour résoudre ça, on va vouloir faire des serveurs qui vont pouvoir avoir plusieurs connexions en même temps. Alors comment on va faire ça? Donc là, déjà c'est ce qui est expliqué ici. Donc c'est que le serveur ne peut pas prendre plusieurs connexions simultanées. Il doit attendre qu'un client ait fait un client qui essaie de faire un connect sera mis en attente. Et donc pour éviter cela, ce qu'on va faire, c'est qu'à chaque connect, on va créer un nouveau processus ou thread qui gère la communication. Et il va donc falloir faire attention aux données partagées et comment on gère l'ouverture et la fermeture de socket. Donc déjà dans ce premier cours là, on va voir comment faire un nouveau processus. Et on verra dans un autre temps comment on va faire des threads. Donc si je reprends le schéma là du côté serveur, donc on a les instructions, ça va être socket, bind, listen, accept. C'est après le accept, le receive, send et close va être géré par un nouveau processus. Donc en gros, on va avoir dans ce cours un processus, le processus principal du serveur, puis on va créer un nouveau processus pour chaque client qui fait un connect. Et donc comment on crée des processus? Donc déjà, c'est quoi les processus? Donc c'est un programme en cours d'exécution. Il a son propre espace d'adressage et ses propres entrées-sorties. Donc, et on a plusieurs processus qui peuvent s'exécuter sur une même machine de façon quasi simultanée. Et donc c'est parce qu'en fait on va avoir des systèmes d'exploitation à temps partagé au multitâche. Donc même si vous avez plusieurs processus et avec un seul processeur, il se peut que vous pouvez avoir plusieurs processus. Et comment on va faire? Eh ben, en fait le système va donner la main à un processus, puis à un autre, puis à un autre. Donc ça va donner l'illusion du parallélisme, mais en réalité on aura un système d'entrelacement. Après si vous avez plusieurs processeurs, il se peut que ça soit un vrai parallélisme. Et c'est le système d'exploitation qui alloue les ressources, la mémoire, les temps processeurs et entrée-sortie. Donc ce qu'il faut bien se rendre compte, c'est que le terme de processus, il a ses propres variables, son propre espace d'adressage, etc., qui ne partage pas forcément avec, qui partage pas avec celui du père. Donc on reviendra là-dessus à la fin de ce cours. Donc comment on crée un processus? Pour créer un nouveau processus, en fait en C, on appelle la fonction fork. Ok, donc fork, ça va créer un processus et ça va renvoyer un identifiant du processus créé. Et en fait, ce qui va se passer, c'est qu'au moment où on crée le fork, tout le code après, donc vous faites un fork dans votre code, et tout le code après est exécuté par les deux processus. Mais en fait, on va pouvoir distinguer le processus qui a créé, donc le père du processus créé, le fils, parce que fork va renvoyer 0 au fils et va renvoyer l'identifiant du fils au père. Donc si c'est qui sera différent de 0. Donc quand je fais un fork, après, bah, je peux tester si j'ai 0, c'est-à-dire que je suis le fils, et si j'ai un autre entier, je suis le père. Et puis on peut aussi avoir des fonctions, quelques fonctions utiles. On peut récupérer avec getPID, si on peut récupérer l'identité du processus, et avec getPPID, on peut avoir l'identité du processus père. Donc en pratique, ici, tout va se passer dans le même code. C'est-à-dire qu'au moment où vous faites le fork, et ben, hop, après vous exécutez le même code. Et on va faire un test pour dire bah, si je suis dans le fils, exécute ça, et si je suis dans le père, exécute autre chose. Donc le retour de fork va permettre de distinguer si on est dans le père ou dans le fils. Et donc ce qu'il faut faire attention, c'est que les variables ne sont pas partagées et l'espace d'adressage du père va être copié. Donc tout le code qui a été fait auparavant va être copié dans le fils. Donc juste un petit exemple très simple, là qu'est-ce que je fais? D'abord,
j'affiche le processus, donc mon main c'est un processus, donc je récupère son PID en faisant getPID, je le mets dans une variable ID, et je dis ok je suis le processus et j'affiche ID. Et après j'affiche je suis un fork, je fais un fork, et donc on fait le fork et on met le résultat dans une variable ID fork. Et c'est là maintenant on va distinguer, dans ID fork, si ID fork vaut 0, alors on va dire que je suis le fils. Et sinon, eh ben, je vais dire que mon fils est, et le résultat c'est id fork, et puis je vais attendre le wait PID, ça veut dire que je vais attendre la fin du processus fils avant de quitter. Ça c'est pour pas que le père s'arrête trop brutalement. Donc, parce qu'en fait si le père s'arrête, le fils aussi. Donc, si j'exécute ce programme, qu'est-ce qui se passe? Eh ben, il y a écrit je suis le processus 1268, donc ça c'est mon main, je fais un fork, hop, ça affiche là. Après, il affiche mon fils est 1269, et puis on a le code du fils qui dit je suis 1269, je suis le fils de 1268. Donc là, on a eu deux. Vous voyez, là, on peut pas voir que ça s'est fait en pseudo-parallèle, mais les deux sont exécutés. Là, en fait, ce qui s'est passé, c'est que le père a créé son fils, il a affiché ce qu'il devait, et avec le wait PID, il a attendu la terminaison du fils qui a fait je suis 1269 et puis qui s'est arrêté. Donc, comment on va faire pour utiliser ce fork en TCP, donc sur un serveur TCP? Ben, juste après le accept, le serveur va créer un processus fils. Et le processus fils, lui, qu'est-ce qu'il va faire? Il va fermer le descripteur SOC. Donc le descripteur SOC, c'était celui qui permettait au serveur de recevoir les connexions. Lui, il n'en a plus besoin, d'accord? Puisque son rôle, c'est juste d'utiliser SOC2 pour communiquer. Il va communiquer avec le client sur SOC2, puis il va fermer SOC2 à la fin de la communication, et il va faire exit pour terminer son exécution. Donc ça, c'est le fils. Donc c'est le fils qui va être en charge de communiquer avec le client. Et le processus pair, lui, va juste fermer SOC2, dont il n'a pas besoin, pour lui, parce que c'est la variable SOC2, là, vous devez comprendre qu'elle est copiée en deux endroits, une pour le père et une pour le fils. Donc, si le processus père ferme son SOC2, il ne ferme pas le SOC2 du fils. Et puis, qu'est-ce qu'il va faire? Donc, le père, il va retourner sur accept pour attendre une nouvelle connexion. Donc, en pratique, si je reprends, donc j'ai pas mis le code de la communication, mais si je reprends mon code du serveur que vous aviez au début, donc tout marche pareil, hein, je crée ma struct sockaddr in pour remplir avec mes numéros de port. Donc ici, par exemple, j'ai mis 4244. Je fais le bind pour connecter ma socket soc avec ce numéro de port, donc pour dire que je vais écouter sur 4244. Ensuite, je fais pour le connecter. Ensuite, je fais listen pour dire que je vais écouter. Si le listen s'est bien passé, qu'est-ce que je fais? Je crée une structure de caller pour récupérer les données de la personne qui vont se connecter à moi, et je fais l'accept. Donc je commence ma boucle while 1, donc toujours vrai, et elle commence par un accept. Si cet accept renvoie vrai, qu'est-ce que je vais faire? Enfin, renvoie une valeur positive. Je fais un fork, et là je teste, ok, si mon fork il vaut 0, je ferme soc, et puis là je l'ai mis entre commentaires le code de la communication, je vous le donnerai dans un exemple où je coderai. Donc le code de la communication, c'est là où je vais communiquer sur SOC2 avec le client. Et quand j'ai fini ma communication avec mon client, donc le fils fini, il ferme SOC2 et il fait exit 0, il s'arrête. Et le père, lui, qu'est-ce qu'il fait? Donc c'est le else là, du if id fork égale 0. Il lui fait juste, il ferme SOC2 et donc il revient à faire while 1 SOC2. Donc c'est important de fermer SOC2 et de revenir sur l'accept pour le père, et pour le fils de faire exit 0, parce que si on ne fait pas exit 0, c'est-à-dire si on n'arrête pas le processus, qu'est-ce qu'il va faire quand il va avoir fini sa communication? Il va retourner lui aussi à faire un accept sur une socket qu'on a fermée, donc ça ne marcherait pas très bien. Donc il faut bien comprendre, on fait un accept, et là, hop, fork, on crée un fils et un père. Alors, ce que je vous disais, c'est qu'il y a un petit problème avec le fork, enfin c'est pas un problème, mais c'est quelque chose auquel il faut penser, c'est que les variables, en fait, elles sont pas partagées. Donc, il va y avoir une copie de la variable. Donc si là, je crée je fais un code où je crée un processus avec Fort, puis je crée une variable. Donc la variable existe pour les deux. Et qu'est-ce qui va se passer? Ben, si je fais PID égale 0, si je teste, si je suis le fils, je mets x qui vaut 25,
et je fais valeur de x pour le fils. Donc là, ça va mettre 25, et puis ça va faire fin du processus. Et le père, qu'est-ce qu'il fait, lui? Il fait cette boucle tant que x différent de 25, slip 2. Et donc, on observe avec ce programme-là que, pour le père, x, il va jamais valoir 25. Ok, et ça marcherait aussi si j'avais fait le int x égale 0 avant le fork. Donc, x, il va jamais valoir 25, et du coup, en fait, c'est son propre x. Comme je le change pas, il va rester pour toujours à 0. Et donc ça vous illustre qu'en fait, avec ce fork, on va pas pouvoir manipuler des variables partagées. Il va falloir faire ça d'une façon en utilisant des threads que je vous présenterai dans la prochaine lecture. Si je vois le résultat, vous voyez que le valeur de x pour le fils c'est 25, le fils s'arrête, et puis le père, qu'est-ce qu'il fait? Il fait valeur de x pour le père 0, 0, 0, donc il voit jamais que le fils a mis x à 25. Donc c'est juste pour vous montrer que on ne peut pas avoir de variables partagées avec le fork. Donc, vu que ça peut être utile d'avoir des variables partagées pour faire des clients-serveurs, il faudra trouver une autre solution. Voilà, ça s'arrête là pour ce cours.